Les grands titres de l'actualité de ce matin, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni hier à la demande des États-Unis pour débattre non pas cette fois des fautes d'Israël, mais plutôt de l'agression des Palestiniens du Hamas contre des cibles civiles dans le pourtour de la bande de Gaza, ce qui est en soi considéré comme un exploit diplomatique à mettre au crédit, entre autres, de Nikki Halil, l'ambassadrice très pro-israélienne des États-Unis à l'ONU. Le Conseil de sécurité n'a pas pris de décision ni même de résolution à l'issue de ces délibérations, mais Nikki Halil a affirmé que l'attaque du Hamas mardi confirmait ce que Washington prétendait depuis plusieurs années, à savoir que l'objectif majeur du mouvement terroriste palestinien était la destruction de l'État d'Israël. Qui d'entre nous, a dit Nikki Halil, aurait toléré que son pays soit agressé par des dizaines d'obus tirés dans sa direction? Nous savons bien que personne n'aurait toléré une telle situation. Quant à l'ambassadeur palestinien à l'ONU, Mansour, il a affirmé qu'il s'opposait catégoriquement à la présentation d'Israël comme une victime, alors que c'est, je le cite, la force occupante. Danny Danon, l'ambassadeur israélien à l'ONU, a admis que la réunion du Conseil de sécurité pour débattre de l'agression du Hamas était un phénomène rarissime, et il a par ailleurs expliqué que les États-Unis opposeront leur veto à la requête des Palestiniens d'envoyer une force internationale de l'ONU dans la bande de Gaza. Le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier en fin d'après-midi à Tel Aviv, à la Kyria, une réunion presque pour le protocole qui a permis au Premier ministre et au ministre de la Défense de tenir au courant les autres membres du cabinet des développements qui ont conduit au cessez-le-feu instauré hier au petit matin. Nous leur avons explosé la figure, a déclaré l'un des ministres hier durant cette réunion, qui a expliqué que les cibles détruites par Tsahal étaient des cibles de qualité qui ont reflété la puissance de feu de l'armée israélienne. Ce ministre, dont on ne connaît pas l'identité, a affirmé également que le cessez-le-feu a été obtenu à l'initiative de l'Égypte, mais sans une implication directe de l'État d'Israël. Cette réunion a permis de faire taire les critiques en provenance de plusieurs ministres du cabinet restreint qui avaient reproché à Tsahal d'avoir choisi des cibles palestiniennes relativement faciles et sans importance stratégique, et qui avait également reproché au Premier ministre et à Avigdor Lieberman de n'avoir pas réuni immédiatement le cabinet restreint mardi alors que les tirs palestiniens et les ripostes israéliennes se poursuivaient. Alors apparemment, cette réunion a remis les choses au point, et après les clarifications apportées par Binyamin Netanyahou et par Avigdor Lieberman ainsi que par les responsables de la défense nationale, on peut dire que les ministres se sont félicités de l'issue de cette crise et ont apporté leur entière caution aux opérations menées par Tsahal. Ces ministres ont admis que l'infrastructure du Hamas avait été durement touchée au cours des 2 derniers jours dans la bande de Gaza. L'objectif d'Israël a été atteint et l'on peut désormais revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'Iran et la menace que Téhéran fait peser sur le nord d'Israël, ont affirmé ces ministres à leur sortie de cette réunion du cabinet restreint. C'est justement pour débattre de cette menace iranienne que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, s'envole ce matin vers Moscou, où il rencontrera son homologue russe. Côté israélien, on souligne les déclarations sans équivoque faites au cours des derniers jours par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon lesquelles il n'y aura pas d'armée étrangère dans le sud de la Syrie, sur la partie syrienne du plateau du Golan, donc face à la frontière avec l'État d'Israël. Ces déclarations qui rassurent Israël et qui prouvent que l'argumentaire avancé par Binyamin Netanyahou le 9 mai dernier lors de sa dernière rencontre avec Vladimir Poutine au Kremlin, cet argumentaire a donc apparemment touché le président russe, qui a donné des directives afin que la présence iranienne, en particulier dans le sud de la Syrie, soit de moins en moins évidente. Dans ce contexte, on rappelle à Jérusalem que le Premier ministre israélien sera la semaine prochaine en Allemagne et en France, et qu'après le court round de confrontation avec le Hamas de mardi, la position d'Israël sera peut-être mieux comprise par les dirigeants européens, et que les discussions avec Emmanuel Macron et Angela Merkel pourront se focaliser sur, encore une fois, ce qui est considéré comme l'essentiel pour les responsables israéliens, la menace iranienne. Le président de l'État, Reuven Rivlin, a invité hier soir les responsables du secteur arabe israélien dans sa résidence à Jérusalem pour le repas de fin de journée du Ramadan, le Iftar. À cette occasion, il a affirmé que chaque citoyen arabe israélien avait le droit de s'exprimer comme il le souhaitait, même si ce que ce citoyen avait à dire n'était pas aussi correct que l'on pouvait l'espérer. Toutefois, le Premier ministre a déploré à ce propos que plusieurs députés arabes israéliens aient très virulemment attaqué la police israélienne au cours des derniers jours, et il a indiqué que
les députés juifs ou arabes qui insultaient les policiers et les traitaient de nuls sciaient la branche fragile sur laquelle ils sont assis. Fin de citation. La météo pour terminer, pluie éparse encore une fois, cette fin du mois de mai sur l'État d'Israël avec des températures, on va dire, relativement basses. Il fera 25 degrés à Jérusalem, 26 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec le colonel Olivier Rafovitz pour faire le point de cette crise dans le pourtour de la bande de Gaza qui a été réglée, et donc avec ce cessez-le-feu qui est entré en vigueur et qui pour l'instant est maintenu.